Voilà, formidable. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Comment ça va, Fernand? Moi, je vais bien. Et toi, qu'est-ce que ça dit quoi? Ça va aussi tranquillement, tranquillement, ça avance. Voilà, notre premier événement qui arrive ce vendredi. En plus, je crois qu'on prépare un petit transfert de attention du petit Laser Fighting Championship vers Ares Fighting Championship pour quelques athlètes ou l'un des athlètes. On vous tiendra au courant de tout ça. En tout cas, nous avons l'attention de Monsieur Fernand Lopez. Moi, je serai là, c'est sûr, parce qu'il faut que j'ai vu la FAT4, il y a trop de jeunes talents, de personnes qui peuvent être le futur du MMA français. Il faut que j'aille regarder ça de près. Et si tu permets qu'on fasse nos courses, Benjamin et moi, on sera là pour faire nos courses. Let's go, let's go. Un petit Looking for a Fight version française. Fernand. Yes. On rentre directement dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions, à commencer par, vous savez, on a repris les questions, ça se passe dans l'espace commentaire. La semaine dernière, tu parlais justement d'Ahmed Salamov, qui était l'un des gros espoirs du MMA Factory. Enfin, j'ai envie de dire espoir déjà confirmation, puisqu'il est devenu champion middleweight d'AS. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Ahmed? Est-ce qu'il pourrait potentiellement faire son retour en MMA? J'espère. J'espère qu'on va bientôt en mettre, parce qu'il nous manque. Il nous manque cruellement. Et Ahmed, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un bon Ramadan et puis on pense beaucoup à toi. Malheureusement, je ne saurais dire s'il va revenir ou pas. Mais en tout cas, on a une très grosse pensée pour lui, tous les factoriens. Aux entraînements, on pense à lui. On revient aux actualités du moment, à commencer par Vera Sandhagen. Donc, ce qui était annoncé comme un gros banger, les gens attendaient vraiment ce combat. Finalement, bon, on a eu, j'ai presque envie de dire, ça a été à sens unique du côté de Sandhagen. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé? Et surtout, qu'est-ce que t'as pensé de la performance de Marlon Vera? Euh, Marlon Vera n'est pas, c'est lui-même en fait. Marlon, c'est quelqu'un qui approche, c'est un slogan. C'est quelqu'un qui avance et qui cherche d'éteindre son adversaire avec une patate, avec une frappe, avec quelque chose. Il a ce cœur de latino très puissant où il avance, il est tout le temps sur toi. Mais il a trouvé un mec un mec qui était pourtant mal barré. Hein. Corey Sandhagen, il a eu des moments. Moi, je suis archi fan de lui, j'aime beaucoup son style, mais il a eu du mal avec TJ Dillashaw, Peter Yan. Il a même perdu contre un mec. Comment il s'appelle? Il a perdu aussi contre. Il a eu pas mal de défaites ces derniers temps. Et Contre finalement, Sterling, il y avait aussi Sterling, voilà, quand il a fait le Sterling, sac voilà. à dos, ouais. Et puis, voilà. Et puis finalement, il remonte et il a fait ce combat magnifique où il a mis en évidence ses déplacements, les changements de garde, la versatilité de pouvoir changer de niveau, amener au sol, ensuite utiliser les fun d'amener au sol pour aller travailler au corps, pour monter en uppercut des fois. Euh, ouais, j'ai kiffé. Littéralement, toute sa performance était bien gérée. Quand il a su qu'il avait pris une avance, euh, c'est ce qu'on dit souvent. Hein, ce qu'on dit, c'est que si tu gagnes le début du match, si tu gagnes la fin du match, euh, tu es sûr de rester dans la tête des juges. Alors, il y a eu un juge fou sur cette FAT4, mais ça ne change pas la donne, c'est que on est tous humains et qu'il a probablement fait une erreur, ce monsieur-là, et, euh, et qu'on saura quand on va l'interviewer. Je ne sais pas si on a fait une interview de lui, mais il y a eu beaucoup d'acteurs du monde du MMA qui disaient qu'on donne le micro à ce mec et qui s'explique sur sa vision, et comment il a fait pour scorer et donner 3 rounds à Marlon. En tout cas, Marlon a été celui qu'on attendait, un mec solide qui a je sais pas, il a une peau de rhinocéros, ça coupe rarement, alors que on a vu Cory Sandhagen qui s'est acharné dessus, sur le grand point, à mettre des gros coups de coude, histoire de le blesser, histoire de faire des dommages, mais il n'en était rien. Enfin, il a un peu saigné vite fait, mais en réalité, super solide et puis une masterclass de l'autre côté, quelqu'un qui a géré la distance correctement, qui a su mettre des fun, mettre des incertitudes, changer de niveau, changer de garde et qui a marqué des points au max, qui a dominé complètement les hostilités
Voilà, c'est ce que je retiens de ce combat. Vraie question, est-ce que pour toi, la catégorie bantamweight est la plus dense actuellement à l'UFC? Probablement, c'est fou parce que on a perdu des grands noms, comme Cruz, comme Dillashaw, comme José mais ça, Aldo? voilà, mais c'est revenu très tôt. Il y a ces personnes-là, comme je disais, il y a encore quelques temps, on considérait euh, Corey Sandhagen comme le futur, enfin, comme étant quelqu'un qui aurait un potentiel de futur. Il était encore au stade de contender, ensuite challenger, et ensuite là, il est assis. Il a trouvé son rythme, il a trouvé son style, il commence à faire des choses bien. Cette catégorie est bien dense. Il faudrait regarder en profondeur, regarder le roster pour faire des calculs, si c'est les welter ou si c'est les light ou si c'est les bantam. Mais en tout cas, Bantamweight, c'est assez chargé. J'ai l'impression aussi avec Sandhagen que c'est quelqu'un, je sais pas si tu as déjà eu soit le cas de ce genre d'athlète, ou qu'est-ce que tu dirais à ce genre d'athlète-là qui, il a fait ses guerres, il a fait les combats spectaculaires, et maintenant il veut surtout gagner à défaut d'être spectaculaire comme avant, où c'est vrai qu'il a pu perdre des combats, où ok, t'as le bonus de Fight of the Night, mais tu repars avec la défaite. C'est toujours un compromis difficile à faire. Il y a deux manières de faire. Les carrières, tu les adaptes et tu les modifies. Enfin, j'allais dire les plans de carrière, tu les adaptes et tu les modifies au fur et à mesure. Il y a un premier temps où l'athlète commence le game et, euh, et dès le début, il faut qu'il gagne. Qu'il gagne à tous les coups parce qu'il vient de découvrir la discipline, parce qu'il rentre dans le MMA. Et donc, du coup, tu vas trouver des stratégies qui sont extrêmement opposées. Si le gars il est lutteur en face, tu le mets en déplacement. Si le gars il est striker en face, tu le mets en lutte pure. On parlait d'Ahmed Salamov, c'était ça, de trouver le chemin pour aller chercher la lutte pure. L'endormir, rester au sol, gagner le combat. Ensuite, quand on a su qu'Ahmed commençait à évoluer, on s'est dit on va modifier le game, le plan et la nouvelle stratégie, c'est de dire aller trouver maintenant un arbitre qui boxe, qui fait confiance à sa boxe, qui place la boxe et petit à petit on rajoute le côté on va mettre du spectacle, on va mettre du show parce qu'il faut que là on aille recruter la fanbase. On va choquer le monde. Ensuite, quand tu as choqué le monde et que tu as recruté la fanbase, et que tu as gagné quelques combats, quand les gens commencent à te comprendre et que tu en perds quelques-uns parce que tu as fait un peu de show, bon, tu te calmes, tu reviens sur la réalité qui est de dire, là, il faut que je sauve ma carrière et que j'arrête de perdre des combats, même si je gagne des bonus. C'est, c'est, je pense que sur toute une carrière, il y a plusieurs Olympiades, il y a plusieurs années, et dans ces années, il faut modifier progressivement et adapter la stratégie avec le cadre dans lequel enfin, ce qu'on appelle landscape de la période. C'est que chaque moment de la carrière d'un gars a un paysage avec des acteurs différents. Le style d'adversaire qu'il y a dans la catégorie, à un moment donné, peut te pousser à adopter une stratégie pour pouvoir être le dominant. Ensuite, quand ça change et qu'il y a certains lutteurs qui ont quitté la catégorie, qui te restent des strikers, tu peux jouer différemment en fonction de ça. Donc, je ne suis pas surpris que petit à petit, ils deviennent plus matures, plus intelligents. Et puis, ça marque les défaites. Mine de rien, quand tu étais promis à quelque chose d'exceptionnel et que tu es stoppé deux, trois fois, ça te marque et tu te dis, bon, je vais peut-être changer l'attitude parce que j'ai envie de gagner. Et tu vois, les mecs qui arrivent, ils ont une stratégie, ils ont envie de faire quelque chose, mais il y a toujours ce arrière-goût de la défaite qui fait qu'ils se disent, bon, je vais rester rationnel. Hmm. Je ne vais pas faire le fou avec Marlon parce qu'il est capable de coucher n'importe qui à tout moment. Donc, je vais être intelligent, je vais, et puis voilà. Alright, bien très clair. On avance un tout petit peu, Fernand, avec une autre actualité qui te concerne évidemment. Abdouragimov descend en 70 kilos. Il y a eu un cutting test effectué par Clément Marcoux. Apparemment, ça s'est bien passé. Quel a été le processus en fait pour que vous vous disiez bon allez, c'est parti, on va tenter le coup et surtout en termes de timing parce qu'il y a eu Abdul, donc champion des 77. Quelques mois après, il obtient le doublé premier Chem de l'histoire d'Arès en devenant champion des moins de 84. Et là maintenant, selon toute vraisemblance, son avenir s'écrit chez les moins de 70 kilos. C'est une idée la première fois qu'on en parle, c'est Clément Marcoux qui me dit que il pense que, en gros, sur le combat à 84 kilos, où
il affronte Rafale, il se retrouve dans une situation où il perd trop de poids, trop rapidement, alors qu'il est censé faire 84, il n'arrive même pas à faire, enfin, il n'est pas à 84, quoi. Et donc, à partir de là, Clément me dit qu'il pense qu'il y aurait moyen de descendre à 70 kilos. Parce que si on veut aller chercher du matchmaking, euh, on va dire, décisionnel. L'idée, c'est comment forcer l'UFC à le mettre directement dans le top 15, directement, sans passer par les classes d'en dessous. L'idée, c'est de raccourcir la carrière et d'essayer de dire que s'il est capable de faire 70 kilos, alors à 70 kilos, il est capable d'aller tout de suite tutoyer les gars tutoyer les gars du top 10 de l'UFC directement. Et donc, il y a des principes d'action qu'on met en place. La première chose étant d'améliorer sa boxe, son pied-point. La deuxième chose étant d'aller tester plusieurs fois 70 kilos pour qu'il soit stabilisé. Et bon, moi, je trouve que la stratégie est viable, qu'elle est intelligente. Et puis après, à partir de là, ils vont faire le test. Moi, je n'étais pas là. Moi, je n'ai rien fait dessus, mais en tout cas, Clément et Abdoul ont décidé d'aller chercher, d'aller tester ça, et ça s'est passé de manière fluide, très facilement même, beaucoup plus facilement qu'on espérait. Moi, je me suis dit qu'il allait sérieusement tirer la langue, mais ça a été relativement facile. Comme toute perte de poids, il y a un peu une déficience physique légère au moment où tu vas monter sur la balance, mais dès que tu récupères et tout, on refait les tests de force et tout, on se rend compte qu'il est bien. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'était tout de faire ça ensuite, d'informer l'UFC que maintenant on va aller sur une autre catégorie. Abdul, il est certes capable puisqu'il a été, il a une promesse de combat à 77 kilos à l'UFC, bah, euh, pour le mois de septembre, on va demander à pousser plutôt et de le mettre à 70 et le pousser avec un mec classé. C'est une demande qui a été faite. Il n'y a encore rien, il n'y a pas encore d'adversaire, il n'y a encore rien, mais c'est dans ce sens-là qu'on a envie d'aller de, de, de pousser le matchmaking de l'UFC à le considérer tout de suite dans le ranking de façon à laisser tester avec les grands. Et parce que c'est une situation aussi aujourd'hui où il y a peut-être un embouteillage chez les moins de 77. Quand je dis ça, c'est quand on parlait de la catégorie bantamweight, c'est vrai qu'il y a Taylor qui est signé aussi à l'UFC. Pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de combat pour lui. C'est parce qu'il y a trop de monde aussi aujourd'hui, ou que l'UFC aussi peut-être attend l'événement à Paris. Il y a un peu des deux. Il y a un peu de tout le monde, mais il y a que. C'est saturé partout. Regarde, tout le monde se pose la question comment ça se fait, Taylor, Taylor, Taylor. Ouais, tout le monde, y compris moi. Je persécute, je harcèle Sean quasiment toutes les semaines, mais c'est de la persécution totale. Je fais toute la caté et je regarde partout, il y a quelqu'un de libre et je propose n'importe qui tout le temps. Je harcèle littéralement. Mais ça ne change pas la donne parce que il y a ce bouchon qui fait que. Et, 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 et du coup, l'UFC n'a pas de sens si tu vas faire la queue. C'est ça qui est relou au final. C'est que si tu fais la queue, déjà, il n'est pas dit que tu vas affronter des mecs moins forts que ceux qui ne sont pas classés. Parce que des fois, il y a des gars moins forts cachés chez les classés, mais parce qu'ils sont ultra dominants dans un domaine, mais très abonnables dans un autre domaine en fonction du style. Le jour où Taylor met ses pieds à l'UFC, si les promesses tiennent et qu'il fait un beau combat, dans la foulée, les portes s'ouvrent, on le retient et là, on se met à être booké de manière accélérée. Parce que là, depuis le dernier combat de Nassourdine, on a déjà eu deux propositions de Nassourdine à combattre. Bon, Nassourdine, on a pris le temps, il s'est fait opérer, il est en convalescence, il remonte la pente. Mais parce qu'il est déjà vu, parce qu'on a, parce que l'UFC a déjà investi sur lui, ils ne peuvent plus faire marche arrière. Il faut qu'il récupère l'investissement. Et l'investissement, ça veut dire Tu peux il nous faut que donner les noms Nassourdine ou pas, ou non? non, Ok, non. ok. J'aurais demandé. OK. En tout cas, ce que je veux dire par là, c'est que
il y a un travail à aller faire pour être visible rapidement. Sinon, tu fais la queue longtemps, le temps que tu fasses quelque chose d'extraordinaire qui te propulse vers l'avant. C'est pour ça que vous m'avez vu avec cette stratégie de se dire qu'il faut tomber vers l'avant. L'UFC, tu vas combattre des mecs débutants, comme en ce moment, William Gomis va se taper Francis, l'Américain. C'est certes un gars qui est sur son deuxième combat à l'UFC, mais il est relou. Il est autant relou qu'un mec du top 15. Donc, bah, tant qu'à faire, autant à l'affronter un mec du top 15, au moins tu es remarqué dans la foulée. L'UFC a des images, parce qu'il faut que les gens comprennent ce principe-là, c'est de dire que si moi, matchmaker à Arès, j'hésite entre un nouveau combattant qui est un génie, qui est très bon, et un ancien combattant qui n'est pas très bon, mais même qui a perdu son combat récemment, commercialement, j'ai intérêt à mettre celui qui a perdu son combat, mais qui est déjà là, parce que j'ai des vidéos de lui, j'ai des photos de lui. Il est plus facile pour moi de raconter une histoire avec lui, de montrer ce qu'il a fait avant pour le vendre. Alors que quelqu'un de nouveau, je n'ai encore rien sous la main pour lui, je ne sais pas comment le vendre. Donc, si Abdul atterrit dans le top 20, le top 15 de welterweight et qui fait un combat relevant où il touche les gens, où il marque les gens, tout de suite, on a des contenus avec quelqu'un d'important et on va le voir sur les mêmes cartes. Si Abdul arrive, il prend le mec qui est classé 350, 400 et il fait une performance correcte, ben, on se dit il est parmi et il n'a pas encore marqué l'histoire. Donc, l'idée, en fait, c'est ça. C'est comment on fait pour, dans le cas de Taylor, par exemple, j'ai demandé des noms déjà ultra classés, des grands noms. Comme vous avez vu Cody Garbrandt. L'idée, c'est d'aller chercher tout de suite les noms bons. Et Cody Garbrandt a répondu en disant t'inquiète pas, je suis déjà matché, mais dès que je suis pas matché, tu vas voir, je serai pas gentil avec toi. Le but, c'est ça. C'est que il faut que ces mecs-là regardent Taylor et donnent une occasion à Taylor de se positionner. À partir de là, les vraies choses commencent. Avant ça, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que tu fais laquelle il y a du monde. Très clair, très clair. Dernière question d'actualité, après on rentre dans le vif du sujet avec les réponses que vous posez aux questions à Fernand. Ça vient d'être annoncé, quelqu'un qui a seulement 1 an de moins que toi va disputer le titre light heavyweight du Bellator contre Vadim Nemkov. C'est bien Monsieur Yoel Romero. Exceptionnel. Exceptionnel. Il est le mec, c'est comment il s'appelait le gars de c'est Benjamin Button. Oui, c'est Benjamin Button. C'est le mec il vieillit à l'envers quoi. C'est incroyable. Et puis imagine il nous fait une dinguerie, il gagne le combat. Ce serait une folie. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien le regarder. Le Cubain, il est très spectaculaire. Il reste explosif pour son âge. Grand fan, je serai devant la télé, je vais le regarder. C'est un grand combat que j'attends impatiemment. Non, c'est fou. Enfin, franchement, une telle Toi, c'est quoi tes longévité, pronostics? surtout à ce... Bah, je pense qu'il va perdre, malheureusement. En fait, j'aurais bien aimé le voir tester un tout petit peu plus par le Bellator en light heavyweight, parce que tu sais, il voulait faire le combat contre Anthony Johnson. Malheureusement, ça s'était pas fait. Ensuite, il y avait eu Phil Davis contre Yoel Romero, et là, Yoel Romero avait perdu. Depuis, il avait affronté un gars à l'UFC, au Bellator Paris, pardon, qui n'était pas à son niveau, et directement là ils le mettent contre Nemkov, tu vois, je trouve que c'est un petit peu yo-yo, donc on sait pas vraiment ce qu'il vaut face à l'élite. Ou, ah, vas-y. Mais est-ce que ça, c'est pas la faute du Bellator, c'est la faute enfin, la catégorie, elle est creuse. Ouais, C'est qu'ils n'ont pas encore stabilisé. C'est pas une caté posée, genre, c'est un peu comme tu vois la caté de 66 kilos chez les filles à l'UFC. C'est que on prend ce qu'il y a et puis on comble l'espace et puis on voit ce que ça donne. Du coup, ça donne cette impression des niveaux complètement hétérogènes. Mais non, c'est pas une volonté pour eux d'aller le mettre dans la sauce, quoi. Je pense que c'est plus une réalité de voilà ce qu'on a pour toi. Là, aujourd'hui, ce qui nous reste à faire, c'est que Nemkov, on ne sait pas qui lui mettre. Bon, toi, tu es là, tu es solide. On sait que tu n'es pas au niveau de Nemkov, tu n'es pas à ton prime, mais bon, on va tenter, on ne sait jamais, avec un peu de chance, il y a du spectacle, ça équilibre les choses. Bon, si tu perds, c'est pas grave, on donne le futur, il prend le relais et tu lui as donné un peu de force. Et plus tu gagnes, bon, tu as un beau nom et puis ça nous fait vendre. Donc, je pense que c'est aussi simple que ça. C'est que
Dans l'événement, tu t'adaptes avec ce que tu as. Les éléments qu'ils ont aujourd'hui, la cuisine qu'ils ont à faire là, on leur donne quelques éléments pour cuisiner, ils font avec ce qu'ils peuvent. Ok, ok. Il y aurait pu avoir un petit Corey Anderson. Et d'ailleurs, oh là là. Une autre digression, Fernand. Une autre digression. Tiens, tu parlais justement, tu fais avec ce que t'as. Moi, j'aimerais te poser une question pour Ares Fighting Championship. Là, vous venez d'annoncer le combat des moins de 84 kilos, donc qui sera entre Rafale qui revient. Donc, ce sera un choc où il y aura aucun Français. Quand tu fais des main events comme ça, parce que peut-être qu'il sera main event, je sais pas, hein, mais en tout cas, il sera très bien placé sur la carte. Quand tu fais ce genre de combat et qu'il n'y a pas de C'est Français, le, vas-y. c'est le co-main event. C'est le co-main event, ok. Quel est le processus en fait de se dire on est la plus grosse orga française, on fait ça à Mhm. Paris et il n'y a pas de Français qui combattent. Est-ce que pour toi tu te dis à chaque fois c'est peut-être un obstacle ou c'est parce que tu prépares un choc à venir contre un Français? La promotion sportive différente des galas. J'en ai déjà parlé en vous disant que un gala, on fait un show, et puis les gens vont se séparer. Ensuite, on aura cash out et chacun prend ses sous, on se casse. On se moque de ce qui va se passer le lendemain. La promotion sportive, on investit sur le futur. L'idée, c'est que quand tu as un broadcaster et que tu as de la télévision, il faut que tu ailles séduire les pays étrangers sur lesquels vous diffusez. Et l'idée, c'est de se dire que aujourd'hui, quand on diffuse sur Canal Plus ou sur UFC Fight Pass, les gens nous regardent à travers ça. Et Canal Plus ou UFC Fight Pass, une autre. Canal Plus, par exemple, ont une grosse fanbase du côté de l'Asie, du côté du Vietnam. Aujourd'hui, on essaye de trouver un Vietnamien qui soit bon en MMA et qui puisse venir faire des combats ici de façon à ce qu'on puisse séduire cette communauté vietnamienne et que dans les télévisions concurrentes qu'elles reçoivent dans leur bouquet chez eux au Vietnam, qu'elles choisissent de regarder Canal+. De la même manière, avec le UFC Fight Pass, l'idée c'est de se dire que la Pologne, qui est un grand terroir de combat, regarde Rafale et que de l'autre côté, le Brésil, qui regarde déjà beaucoup ce qu'on fait selon la base des données du FATPass, puisse regarder à travers Shikemoto. Et Shikemoto a deux nationalités, la Suisse, son pays de résidence, et puis le Brésil, son pays d'origine. Et ça fait qu'on touche potentiellement trois pays étrangers à travers ce qu'on fait. Alors, l'idéal pour le public, pour les entrées, c'est de souvent mettre franco-français et ça marche sur place. Mais de l'autre côté, la réalité, c'est que les revenus d'une organisation sportive sont basés sur le ticketing, certes, mais il y a du broadcasting derrière. Et ce broadcasting, pour qu'on puisse toucher les gens à l'étranger, il y aura des fois des combats qui n'ont d'autres nationalités que... il y a déjà eu aux États-Unis des main events qui sont entre le Brésil et le Brésil, quoi. Enfin, complètement out of the picture, complètement autre chose que le passeport américain. Mais ça ne change pas la donne parce qu'il y a une forte communauté qui est connectée sur le pay-per-view, qui est connectée sur le Fight Pass en tout cas, qui va regarder ça. Donc, voilà ce qu'on fait. On fait du développement futur. On fait de l'investissement pour pouvoir, sans voyager, gagner le cœur de certains téléspectateurs à travers le monde. Eh bah parfait, très très clair, monsieur. On enchaîne avec une question de MN94 sur A, donc peut-être qu'il est plus informé, je ne sais pas. Quelle est cette question? Question pour Fernand, n'a-t-il pas peur que les combats restent soient moins explosifs et percutants avec une plus grande cage? Est-ce que vous prévoyez de changer de cage comme ce qui s'était passé avec l'UFC entre la cage de l'Apex qui est petite et la cage généralement à la T-Mobile Arena ou dans les grandes salles qui là est plus grande? Non, parce que quand tu as un combattant, des jeunes combattants qui sont agressifs, ils vont rester agressifs. Et puis la cage va se paraître très petite tout de suite, très rapidement. C'est, c'est, ce problème de dimension de cage joue, mais joue très peu en fonction des combattants très dominants. Ce que le jeune Abou Younoussov a fait récemment de traverser la cage, d'aller chercher son adversaire pour lui faire ses festivals de genoux sautés, de soumission, tout ça. Je pense que tu le mets dans une cage de 100 mètres, tu vas trouver la solution pour aller le chercher de l'autre côté. C'est pas un grand problème, on verra bien. En tout cas, on change de cage. C'est sûr,
on va chercher Ok. le standard des cages normées, des cages type UFC, de façon à faciliter nos rapports et nos transferts d'athlètes vers chez nous, de l'autre côté. Donc voilà. Ok, 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 bah intéressant en tout cas. Et donc, la grande question du jour de Monsieur Fienso. Fernand, c'est quoi un angle mort? Si vous avez le fameux angle mort. Voilà, voilà, voilà. Je vous conseille quand vous allez frapper de pouvoir avoir ce truc-ci. Vas-y, ce chèque, viens vers moi en tant que lutteur, ce petit mouvement-ci. Le petit pas de recul qui me permet de voir ce qui va se passer. Parce que, vas-y, je descends, j'ai ça, je peux remettre ça, je peux remettre ça. Parce que je me donne la possibilité de reboxer derrière. Si vous décidez de rester fixe et vous prenez un coup, ça va être mauvais. Si en plus vous êtes capable de me faire ça, boum, ensuite faire ça, boum, ensuite repartir ici, vous rendez encore la vie compliquée au lutteur. Si vous changez de direction, si vous avez le fameux angle mort. Let's go. Voilà, t'as vu? Là, son coach, il lui dit, Belek, fais attention, il veut t'arracher la tête. Stop. Dove, Lukaku, dove. A quando momenti você ego. Un angle mort, c'est le blind spot. C'est simplement, c'est ce côté-là où je vais aller chercher le flanc, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a des personnes qui vont choisir euh, de dérouler tout ce qu'ils disent pour coacher un gars. Euh, déjà, pour l'idée, c'est de comprendre que chaque fois que j'ai une discussion ou que j'ai un coaching, je le fais dans l'idée de la pédagogie pure, de vraiment la méthodologie, la didactique. Comment transmettre la connaissance le plus rapidement possible et qu'il n'y ait pas un décodeur entre moi et mon élève. Comment je fais pour qu'on se comprenne rapidement. Je vais utiliser les mots qui me permettent de gagner du temps. Parce que pendant le coaching, je dois avoir une seconde d'avance. Et si je passe mon temps à, à parler, à bavarder, à raconter ma vie durant le truc et à faire des longues phrases du genre euh, mets ta jambe gauche derrière sa jambe droite ou bien va passer derrière son bras gauche, c'est très long. Quand je dis angle mort, mon élève sait de quoi je parle. Il sait que tout de suite, ce que j'attends de lui, c'est que s'il est un gaucher, qu'il aille chercher et que son adversaire est un droitier, qu'il aille plutôt chercher le flanc et qu'il aille chercher derrière le bras avant de son adversaire de façon à ce qu'il soit dans un angle où il peut frapper sans être frappé. Voilà ce qu'on appelle angle mort. Ça, c'est des mots, c'est des formes de mots, de groupes de mots très courts, très légers que j'utilise depuis très longtemps. Ça fait une quinzaine d'années que je l'utilise. Et, euh, et ça a toujours été quelque chose de très important dans notre pratique. C'est que tu dis à n'importe qui au MMA Factory, angle mort, il sait exactement de quoi on parle. Angle mort, pour certains d'ailleurs, c'est une série de, de deux, trois coups. C'est je passe de l'autre côté parce que je suis gaucher et que l'autre est droitier. Je vais chasser son bras avant. Je vais faire cette rotation, ce déplacement en compas où je me déplace autour de mon adversaire, mais avec un pied central qui est là à l'intérieur et qui va me permettre de mettre deux, trois jabs alors que je suis dans l'angle mort, hein, dans une zone où je ne peux pas être touché et moi je peux toucher. À chaque fois qu'il y a un mot que vous entendez, c'est un mot qui signifie un groupe de choses à la fois. Quand je dis, par exemple, sur un point de départ où vous entendez à la télé squat, 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 c'est une position très claire qui signifie, à partir de maintenant, voilà le protocole du squat. Squat, c'est pas juste le mot, fais un squat comme tu étais à la salle de musculation. C'est que quand je dis squat, ça signifie, à partir de maintenant, la priorité, c'est que tu es un de tes genoux, puisque tu es assis sur la cage, un de tes genoux qui soit
au sol sur la cage et que tu aies une avancée vers le squat. Donc, le protocole du squat, c'est je vais faire ce qu'on appelle le wall walk avec mes épaules qui vont gratter la cage pour remonter. En même temps, je vais placer un genou à terre pour me retourner face à la cage ou face à mon adversaire. En même temps, j'aurai une main qui va venir chercher à saisir les mains ou les doigts de l'adversaire pour empêcher qu'il progresse sur la saisie, sur son étranglement et je vais remonter. C'est toute cette forme de corps, c'est tout ce groupement de scramble que je vais appeler squat. En un mot, squat, l'adversaire, mon élève, retrouve tout ce qu'on a fait comme protocole de squat. Quand je vais dire, par exemple, le gars vient de tomber, je vais lui dire d'aller chercher la cage, va chercher la cage, il connaît le protocole. Il sait que le protocole, c'est je suis assis, je pose mes deux mains par terre, je gratte et je recule, et je vais coller mon dos sur la cage pour empêcher que l'adversaire qui vient de me faire tomber, qui a une avance sur mon sol, puisse prendre mon dos, puisse se retrouver derrière moi et que je puisse me relever derrière. Donc voilà, c'est un groupement de choses comme ça qui sont faites les unes sur les autres. En général, quand je vais, euh, j'ai une déformation qui, mon métier premier, c'est celui-là. Ceux qui ont oublié les débuts de King of the G, allez regarder King of the G, allez regarder le passé, allez regarder les premiers épisodes. On ne parlait que de ça, de pédagogie, de pédagogie, de pédagogie. On avait des thèmes sur comment faire ceci, comment faire cela, comment créer une salle de sport, comment entraîner, c'est quoi le meilleur entraîneur, c'est quoi le pas bon entraîneur. On n'a fait que ça. C'est mon premier rôle d'entraîner, de coacher, d'entraîner, de coacher. Ensuite, bien évidemment, on a eu ce moment où il y a la casquette de manager qui arrive. Et donc, forcément, quand tu es manager, tu te mets aussi à parler du management et tu parles de sponsoring et tu parles de la direction de carrière. Ensuite, il y a le moment de la promotion où tu mets des costards parce que tu fais de la promotion. Et ceux qui viennent d'arriver sur le MMA, qui atterrissent à peine sur le MMA, visualisent ça et visualisent Fernand comme étant le promoteur sportif, euh, qui est celui-là, qui est juste le promoteur sportif. Ils oublient qu'en fait, si j'ai commencé à coacher à l'UFC en 2007 et que je continue à avancer, rien n'a changé. Tu peux mettre la tenue que tu veux. Quand tu fais du judo, tu mets le kimono. Quand le jour où tu passes en lutte, tu mets cette salopette de lutteur et le jour où tu vas faire de la boxe, tu mets des gants. Bah, c'est la même chose. Quand tu es coach, tu mets un jogging pour coacher les gens et le jour où tu passes manager, tu mets ton jean et ta chemise. Et le jour où tu es promoteur, tu mets comment dire, ton costume et ensuite vice-versa et tu reviens à autre chose. Mais ça ne change rien intrinsèquement à ce que tu as comme connaissance ou ce que tu fais dans ton processus. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, toi, quel est, on va dire, ton sentiment quand tu vois que tes punchlines sont entrées, je vais pas dire dans la légende, mais sont pas mal réutilisées? Il y a deux choses. C'est une bonne chose pour la pédagogie si les gens comprennent ça avec de la pédagogie. C'est une mauvaise chose si les gens ne comprennent pas. J'espère que dans les blagues, il y a beaucoup de blagues dessus. Il y a même un ton moqueur dessus qui est bien. C'est une bonne ambiance. Moi, je comprends pas mal. Ces blagues-là, ces jeux-là et tout, il faut avoir de l'autodérision et voir ça comme ça. Mais si c'est ce qu'il faut pour apporter de l'éducatif, moi, j'aime ça. Sur chaque message que j'envoie, il y a toujours l'audience qui va capter différemment et qui va décoder différemment. Si c'est cette punchline de dire, méfiez-vous des personnes qui veulent aider mais qui n'ont jamais aidé. Si tu sors le nom des personnes prononcées, tu sais que tu t'en sors. C'est l'une des... C'est vraiment, pour moi, si le gars n'est pas parti pris et qu'il ouvre son cerveau et qu'il écoute, si on revient à Fernand Lopez en 2012, quand j'ouvre le MMA Factory, j'aurais donné tout pour qu'on me donne ce conseil. C'est le plus gros conseil que je pourrais donner à un investisseur, à un entrepreneur, à un chef de coach, à un head coach qui doit piloter un système d'entraînement. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est celui-là. Durant des années, il s'est présenté à ma salle des personnes qui débarquaient avec des gros discours. Moi, j'arrive là, je peux là très rapidement prendre la section de boxe
et j'en fais la meilleure section au monde. Je peux mettre 400 personnes ici dans ta salle. Je suis très bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai été aux Jeux Olympiques, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tu dis, bon, écoute, tu sais quoi, let's go. Et tu dis, OK, on va fixer un salaire minimum, on va te donner ceci. Grosse erreur. Aujourd'hui, j'ai une société de consulting, FatIQ Consulting. Notre rôle, c'est très peu connu, mais notre rôle, c'est de construire des centres sportifs, des complexes sportifs, de donner des plans de complexes sportifs, de faire ce qu'on appelle le dimensionnement du personnel. Ça veut dire qu'on fait des études à travers le monde où on va chercher les meilleurs coachs disponibles, les meilleurs coachs pas disponibles qu'on peut payer pour les envoyer dans ce centre-là. J'ai signé des NDA, je ne peux pas tout dévoiler sur les emplacements, les lieux, mais il y a 2 centres qu'on a déjà construits qui sont des vrais trucs comme des performance institutes, mais dans des continents différents. L'idée, c'est d'apporter un programme scolaire, un programme sportif, et on donne tout clé en main. On construit tout de A à Z sur un certain nombre d'hectares et le commanditaire va prendre ça et s'en servir pour faire ces choses. Ce qu'on a remarqué, nous, c'est que il n'existe pas, à plus de 40 ans, des personnes capables de coacher normalement, de coacher très bien, si elles n'ont pas encore une salle. On est arrivé à aller chercher un dimensionnement des coachs sur des personnes qui n'avaient pas encore, enfin, qui avaient déjà posé. Tu vois, tu vas aller dire à un mec comme un coach comme celui de la Christa, est-ce que ça te dit, j'ai un projet qui est installé au Japon, j'ai un projet qui est installé en Algérie, au Maroc. Est-ce que tu peux venir coacher de temps en temps, on te donne tel salaire, on va te mettre bien et tout. Voilà ce que tu vas négocier. Parce que sur le terrain, concrètement, il n'y a pas de coach institutionnel. Institutionnel veut dire quelqu'un qui est capable de gérer une institution. Moi, je fais confiance à l'institution par l'individu. Quand on ouvre la salle de sport MMA Factory en 2012, quand on parle de délégation, on parle de 2012. Le premier coach qu'on a au MMA Factory en boxe anglaise, c'est John Dovey. John Dovey, responsable des entraîneurs de l'équipe de France de boxe. Croyez-moi, je sais enseigner la boxe. Je peux enseigner la boxe. Mais je choisis de m'entourer de John Dovey avec une certaine clique de personnes, dont John Pumba, qui va arriver après quand John Dovey reprend ses fonctions et qu'il a besoin vraiment de travailler à l'INSEP et tout. John Pumba, très bon boxeur, qui a un bon niveau, qui a passé le diplôme d'état supérieur à l'INSEP. Voilà les gens qu'on va chercher. Mais tu vois bien que les profils sont différents. Il y a des personnes qui sont capables de gérer une salle, de piloter un système, de comprendre le transfert de la pédagogie. Et il y a des personnes qui sont très bonnes dans leur sport, mais qui n'ont pas la vision entrepreneuriale, commerciale, la vision surtout de la transmission de la connaissance. Et comme dans tous les métiers, tout ce qui te reste à faire quand tu es un média comme toi et que tu veux recruter un journaliste, tu dis que tu veux recruter avec toi dans ton équipe Chris Ganac. Chris Ganac, il arrive, peu importe ce qu'il a fait comme étude, tu as besoin d'avoir son CV. Tu as besoin de dire, OK, qu'est-ce que tu as fait avant? Il te dit, bah, j'avais un podcast en Belgique que je fais souvent, qui est ça, qui est ça, qui est ça. Je suis commentateur sur l'UFC en Belgique et tout. Et là, tu dis, bingo. Sur le terrain, tu as déjà fait quelque chose. Si on me pose la question, est-ce que tu serais prêt à laisser ta place pour que quelqu'un d'autre vienne coacher Cyril? Je lui réponds, bien sûr, avec plaisir. Ce n'est que ça que je fais. La délégation, c'est le jackpot pour moi. C'est ça la clé de tout. Je ne peux rien faire. Je n'ai même pas, il n'y a même pas intérêt à le faire. Parce que mes sous que je gagne avec Cyril, je vais toujours les gagner là ou pas là. Je vais gagner. Ça ne sert à rien. C'est que Cyril, on a une vie ensemble, en fait, qui est entremêlée avec plein de trucs. Enfin, tu peux pas, c'est compliqué de séparer ça. Donc, je n'ai pas besoin de m'accrocher à quoi que ce soit. Voilà quoi. Mais par contre, je suis investi d'une mission de recruter
Et quand je dis que si on revenait en 2012 et que le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est celui que je dis. Méfiez-vous des personnes qui peuvent aider, mais qui n'ont jamais aidé. Quand vous demandez à un gars, vous me posez la question, est-ce que tu peux laisser ta place? Oui, je peux laisser. Mais si vous me posez la question en donnant un non, voilà comment je me retrouve embourbé à parler du non. Mais si on ne pose pas la question sur le non et que je généralise, ce n'est que de la pédagogie. Pensez juste à la pédagogie en disant, il y a plusieurs lectures. Il y a ceux qui veulent voir la polémique. Oh, il a rabaissé un tel, il a parlé d'un truc un tel. Ou ceux qui veulent voir le côté pédagogie pur et dur. Je vous le dis, c'est gratuit, ça ne vous prend pas d'argent. À chaque fois que vous avez une volonté de faire quoi que ce soit en entreprise, vous voulez recruter, demandez au mec, tu es un électricien, quelles sont tes œuvres? Qu'il ne vous réponde pas, j'ai déjà habité une maison de 300 mètres carrés où il y avait de la belle lumière. Non, c'est pas ce que je te demande. Si je vous demande quel est votre CV, vous me dites que vous voulez m'aider gratuitement, je vous demande, vous êtes un jockey, vous voulez amener un cheval, gagner une course. Je vous pose juste la question, combien de chevaux avez-vous amené et dans quelle division avez-vous amené les chevaux? Et vous me répondez, mais non, moi j'ai été un cheval, moi j'ai gagné plein de courses, j'ai gagné 185 courses, je suis un tueur, je gagne des courses à mort. Non, tu m'as pas compris. Combien de chevaux tu as pu guider en tant que jockey pour gagner? Ce n'est que de la pédagogie pure et dure. Et je dis, avec volonté, je ne fais que ça. Je voulais parler de comment il s'appelle, John Pumba, mais rappelle-toi, l'ouverture du MMA Factory, de CrossFight, ça s'appelait, 2012. Tu sais qui s'occupait du sol à la salle en 2012? Vas-y. François Laurent. François Laurent, grand pédagogue devant l'éternel. C'est NCU, Nanterre University Club. On ne présente plus David Pierre-Louis, on ne présente plus François Laurent. Voilà les deux personnes qui géraient le sol au MMA Factory. Vous parlez de délégation, il n'y a pas mieux que ça. Et attention, c'est pas comme si j'étais une pomme de terre en grappling. C'est qu'en grappling pur, en France, il faut expliquer à ceux qui viennent d'arriver que j'ai battu des ceintures noires sur des compétitions officielles de grappling. Je n'ai pas besoin de citer des blazes. J'ai battu des vraies ceintures noires en France qui ont été gradées en France par des grands noms du grappling français, du jiu-jitsu brésilien français. Zachary Arabe, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'équipe de Hakim Ouared. Somboli, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'équipe qui est devenu ceinture noire dans l'équipe de Hakim Ouared. C'est des personnes que j'ai battues en compétition. Mais, j'étais directeur technique national sur la commission nationale de grappling à la fédération de lutte. Donc, je sais de quoi je parle. Mais je choisis de déléguer l'enseignement du grappling et du jiu-jitsu à la salle à François Laurent, qui aujourd'hui son club c'est Infinity, et à David Pierre-Louis. Voilà le côté, le niveau de délégation qu'on peut avoir au MMA Factory. Mais à côté de ça, je dis simplement, moi j'ai besoin de CV. Quand François Laurent arrive dans ma salle, je vois le CV de sa salle de sport, je vois ce qu'il y a comme niveau de personnes qu'il a amené à champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Et ensuite, je vois le côté pédagogue. Et le gars, il est agrégé de l'Université de Nanterre et il est juste sur l'académie complète du côté sportif. C'est lui qui gère littéralement ça à Nanterre. Et donc, du coup, pour moi, c'est juste un jackpot. C'est la même chose que je te dis quand je parle, moi, d'angle mort, quand je parle, moi, de squat, quand je parle, moi, de... J'ai juste peur que cette pédagogie-là s'envole dans l'espace parce que c'est galvaudé et qu'on s'en amuse. J'espère que les vrais coachs captent le détail de dire que quand on te met un coup et que tu dis oh oui, c'est un rythme que tu donnes. Le coach a besoin, oh oui, good job, c'est un rythme que tu mets. Et chacun mettra ce qu'il veut. Les gars du Muay Thai font oui. Chacun fait ce qu'il veut comme rythme. Et je vous dis, si vous n'êtes pas solide mentalement et que vous êtes fragile, vous pouvez manquer de posture. Ce qu'on appelle une posture en académie, c'est de dire, j'ai un point de vue.
mon point de vue, il peut ne pas être le même que toi, Guillaume, mais c'est un point de vue sur lequel je suis certain, je ne le lâche pas s'il est bien critiqué. Je le critique, je le modifie, je l'adapte, mais je ne le lâche pas. Ce serait dommage que des petits coachs tombent dans le piège et se mettent à éviter de trouver des raccourcis à donner à leurs athlètes. Parce que tu te dis, bon, j'ai un micro branché sur moi. Si je ne fais pas attention, demain, au lieu de dire squat, je vais dire soulever terre. C'est déjà arrivé, hein. Tu peux, ou bien développer couché. Il y a des fois, il y a un mec qui est placé sur toi et en gros, tu vas dire explose, explose, comme on dit en grappling. Tu exploses, je veux dire, j'explose, ensuite je profite comme il relâche un peu la pression, j'explose et puis je me relève. Et puis certains vont dire développer couché, développe, développe, boum, je pousse et puis j'explose. C'est pareil. C'est comme certains vont choisir des mots. Enfin, vraiment, il faut que chacun s'approprie son langage à lui, un langage qui est décodé par son élève et qu'il aille dans cette action-là. Je pense aussi que ça dépend énormément de la performance récente des athlètes, que ce soit toi tes compétences en grappling ou même justement les punchlines que tu peux utiliser. Quand il y avait eu Cyril qui avait fait sa clé de talon sur Don Telmace où tu avais justement dit clé de talon, là effectivement tout le monde disait waouh, regardez Fernand Lopez, le mastermind et tout. Donc c'est tout ce que tu vas dire ou faire, je pense, dépend à fond de ce qui se passe avec tes athlètes. Là, par exemple, il y a William Gomis qui combat dans un petit peu moins d'un mois. Si tu sors un truc et qu'il se passe ce que tu dis ou que c'est vraiment lié à ce que tu vas dire et qu'ensuite la performance est parfaitement en lien avec ce que tu auras dit, là, les gens vont changer. Je pense, à mon avis, qu'il y a beaucoup de ça Moi, aussi. Hein. en soi, pour être très honnête avec toi, je ne veux pas que les gens changent en soi. Je pense que tu as bien compris. Je m'en je m'en cogne d'une puissance incroyable, quoi. Enfin, c'est pas parce que j'ai eu une défaite que je vais mettre un genou à terre et j'ai plié. Enfin, ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. C'est juste que le but quand on a décidé de créer ce podcast, c'était dans le but de dire, euh, euh, on va apporter de la connaissance, de la pédagogie. Ce podcast, c'était pas fait à la base pour l'UFC. C'est un podcast qui était fait pour de la pédagogie pure en France, de dire, j'ai eu ce rôle-là pendant très longtemps, je sais recruter, je sais former. C'est que j'ai été, enfin, c'est en toute humilité que je le dis, le quand ça revient, j'ai été, ça sonne mal aux oreilles de certains, mais c'est la réalité pure. C'est que mon, mon premier métier, c'est la pédagogie. Responsable de formation à la Fédération de lutte, responsable de formation en Ile-de-France à la Fédération de sport de contact, c'est 46 000 licenciés, tu vois du monde passer, j'ai brassé 2000 à 3000 coachs qu'on a formés. Avec le temps, tu commences à savoir qui est bon coach, qui n'est pas bon coach, tu commences à recruter, tu sais comment faire. Et ce qui est bien, c'est que ça se voit sur le terrain. Au bout de 10 années, on a un recul de 10 années sur la pédagogie, on se rend compte que des salles arrivent, ouvrent, ferment, dorment. Les salles arrivent, ouvrent, sont en berne, ça ne marche pas. Et on voit qu'il y a une salle qui a maintenu quand même le rythme en avant. Et il y a des bonnes salles derrière qui tiennent quelques bonnes salles, mais c'est très difficile d'avoir la bonne pédagogie, très difficile de déléguer à des bonnes personnes. Et c'est du métier. Ça, c'est quelque chose d'indiscutable. Ce n'est pas du subjectif. C'est pas ce que moi je raconte. C'est ce qui, dans les faits, c'est comme ça. C'est que, en termes de masse, tu peux aller checker une défaite de Nassourdine ou de Cyril. Mais ça, c'est que tous les 7 combats, il y a une défaite. Bon, c'est pas mal quand tu es dans le top 15 de l'UFC. Si tous les 7 combats, tu as une défaite. Que, si tu es dans le top 3 et on va dire, tous les 6 combats, tu as une défaite, donc comme le cas de Cyril, bon, ça va, c'est que on a fini. Ça fait quoi? Ça fait des semaines le combat de Cyril est terminé. Il y a toujours Cyril classé en numéro 1. Sur tous les classements, tu as John Jones, tu as Cyril gagne numéro 1 devant 3 Américains, devant 2 Russes, devant toutes les nations. C'est ça qu'il faut retenir. C'est que bon, oui, on a perdu. Et plus court encore. Et tu as vu son classement où il est. Ça, c'est de la pédagogie. Pour être là, à ce niveau, tu as dû battre les gens. C'est pas un mec qui est venu te donner un ticket qui t'a dit traverse tout le monde et va te mettre dans le numéro 1. Non. Tu as dû battre des gens qui vivaient aux États-Unis, qui se sont entraînés aux États-Unis, qui sont battus à plat de couture. Et ils ne peuvent rien faire.
alors qu'ils sont tous les meilleurs coachs aux États-Unis, mais ils sont battus dans leur pays. Et il y a un Français qui est là, qui est classé numéro un, quoi qu'on dise. C'est ça qu'il faut regarder. Donc, je comprends qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent, qui prennent le train en marche, qui se mettent à être fans maintenant, mais ce n'est pas, c'est vraiment sur la pédagogie, c'est mon premier métier à la base. Je n'ai pas de doute sur, c'est, tu peux avoir des doutes hein, dans ta vie, tu te remets en question sur pas mal de choses, mais il y a des choses sur lesquelles c'est des faits. Tu peux pas aller douter dessus, tu peux pas. Eh bah parfait, je pense qu'on a fait le tour, Fernand. Comme d'hab, petit teasing sur l'épisode de la semaine prochaine. On va parler Ares avec le retour de Michael Lebou. On va parler UFC 287 Adesanya contre Pereira. Et il y aura une grosse réponse à une grosse question de la part de Fernand. En tout cas, comme chaque semaine, merci beaucoup. Mais c'est quoi ces questions que tu utilises depuis Mais je comprends pas. on n'a pas eu le Je temps, pensais on que n'a pas eu le c'était temps la là. grosse question. Tu continues toujours à teaser. Tu commences à me mettre un suspense. C'est quoi ces Eh, délires? même Fernand, il sait pas. Mais vous verrez la semaine prochaine. Vous verrez la semaine prochaine. Le suspense est à son comble. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, Fernand, une ultime bafouille? Non, rien. Merci beaucoup pour le soutien. Et puis, on s'est dit à bientôt. N'oubliez pas, ça va très vite. Mine de rien, n'oubliez pas, il y a un gros match entre l'Argentine et la France. Michael Lebou versus Monsieur Pépi, alias Pépito, selon Lebou. Affaire à suivre, rendez-vous le 7 avril prochain.